Bien, bonjour, et je vous remercie de cette invitation euh, pour plusieurs raisons, mais l'une des raisons, c'est que je pense que considérer définitivement l'urbanisme comme une science du vivant est pour moi une nécessité absolue, et c'est une nécessité encore plus absolue dans l'époque de mutation violente que nous traversons. Je crois que le diagnostic ou l'analyse du professeur Hockman montre dans quelle incertitude nous sommes. Et je rappelle quand même que l'urbanisme peut se diviser en deux familles. Une famille qui est l'urbanisme des tracés, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il faut diviser le sol et lui donner une forme. Et puis un urbanisme des modes de vie, c'est-à-dire un urbanisme qui se construit par les usages. L'urbanisme des tracés est largement récusé parce que on considère souvent à juste titre que la ville de demain existe aujourd'hui et que c'est la façon de la vivre qui va changer. Par contre, vous pouvez reconnaître tous en pratiquant les villes que c'est le tracé qui fait patrimoine à la fin, qui fait un bien commun. Et donc, comment est-ce que dans une période telle que la nôtre, on arrive à générer néanmoins des tracés qui ne soient pas des arbitraires? C'est un peu l'idée de ce que je voudrais vous montrer. Ensuite, par rapport à cette distinction sur les sociétés, j'emprunte à un chercheur du CNRS, Zaki Laïdi, qui a fait un livre assez intéressant de l'an 2000, quelque chose comme ça, c'est déjà, disons, très ancien, sur le thème du sacre du présent. C'est-à-dire, il fait une distinction assez simple entre l'homme archaïque, c'est-à-dire l'homme qui avançait en regardant derrière lui. Alors, si je me réfère à la forme urbaine, vous pouvez relire L'identité de la France de Fernand Braudel, c'est-à-dire c'est l'idée du village comme ensemble autarcique, c'est l'idée de la construction d'un territoire euh, constitue le plus efficacement autour du Haut Moyen Âge, disons, en France. Il y a après l'idée de l'homme moderne, c'est-à-dire l'homme qui entretient un projet, qui se projette dans l'avenir. C'est évidemment l'homme des Lumières, et puis c'est tout un ensemble de formes urbaines dont je vais vous parler. Cet homme, on fixe sa mort, si je peux dire, à la chute du mur de Berlin, à peu près. Et puis maintenant, on est rentré dans une autre famille qui est l'homme du présent. Et il y a une phrase, moi, qui m'a toujours frappé et qui pour moi, que je vérifie chaque jour dans les relations avec les habitants, qui consiste à dire on est passé d'une société de projets communs à une société de risques partagés. Et c'est vrai que on a un problème de projection de la société et que on a en face une façon de s'unir au travers du risque qui est liée à la grande ambiguïté des mouvements écologiques actuels. À un moment d'une histoire, une conjonction s'est effectuée entre une recherche individuelle, c'est-à-dire la recherche du bien-être, la satisfaction du bien-être, dans lequel la santé, évidemment, ou du moins le risque sanitaire, le risque alimentaire, tous ces éléments prennent une place importante. On le voit chaque jour dans les débats qu'il y a autour des OGM ou ce genre de choses. Et puis, en même temps, cette société, très individualisée, elle réagit à des peurs collectives qui sont des peurs évidemment attisées par la surinformation, c'est-à-dire que tout se fait en temps réel, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de distance par rapport à ces événements. Et nous vivons, nous, dans ce monde de l'émotion, avec comme objectif de se projeter, puisqu'on n'a pas d'autre choix, l'urbanisme c'est une projection, et d'essayer de trouver un chemin. Alors, il faut dire aussi que nous sommes les héritiers du mouvement moderne, qui est un drame absolu, parce que c'est quand même un mouvement qui a inventé l'idée de la table rase, c'est-à-dire qui a cru pouvoir à un moment fabriquer des villes
sur un modèle autre. Et quand on relit la charte d'Athènes, publiée en 1942, presque tout est vrai dans les 60 articles de la charte d'Athènes. Simplement, cette charte, elle s'adresse à une société qui, 10 ans plus tard, n'existait plus. Et donc, on a projeté sur une société industrielle avancée, entre guillemets, un mode d'organisation qui s'est effondré très vite, avec un gros paradoxe, c'est que les 30 Glorieuses, donc l'effondrement a été rapide, mais l'enrichissement a été aussi très rapide. C'est-à-dire qu'on a construit notre richesse sur un malentendu, et que maintenant on rentre dans une autre forme d'organisation et de pensée. Donc dans les années 70, la forme urbaine, l'espace a changé plus vite que la société. Le système s'est inversé. Nous sommes maintenant dans une logique où la société change plus vite que l'espace. Et cette société, elle est quand même un peu inconnue. C'est-à-dire qu'on peut toujours parler de la société numérique. On peut constater que les jeunes envoient 100 SMS par jour. Enfin, tous les jours, on a une émission de télé ou des émissions de télé sur ces questions. Mais on n'a pas le recul pour ça. Donc moi, je fais un pari urbain, qui est de dire nous vivons les maladies de jeunesse de quelque chose que l'on ne connaît pas. Et c'est quelque chose que l'on va connaître dans une ou deux générations. Comment ça va se réguler, comment ça va se faire. Eh bien, nous sommes obligés, au niveau de l'urbanisme, de préparer un terrain d'accueil, si je peux dire, pour un monde que l'on ne connaît pas. Et on est dans une idée assez simple, que j'appelle la ville recomposée. Donc, j'ai fait tout simplement une analogie avec la famille recomposée. C'est-à-dire que cette famille recomposée, ou cette ville recomposée, dans un premier temps, elle réagit aux enjeux de la mobilité. C'est-à-dire que tous ces gens individualisés qui construisent des nébuleuses, ils ont un objectif simple, ou un objectif évident plutôt, simplifier les actes de la vie quotidienne. Donc premier acte, au travers des transports, au travers de la maîtrise du temps, au travers de tout ce qui peut favoriser la vie quotidienne, c'est ce que l'on peut apporter tout de suite. Après, il y a un deuxième élément qui est spatial, celui-là, qui consiste à reconstruire des principes de sociabilité, ou du moins des raisons de sociabilité. Et ça, c'est assez délicat, parce que quand on parle de familles recomposées, nous, on parle de familles urbaines, c'est-à-dire des gens qui ont des parcours similaires. Et on constate une chose très simple, c'est que des familles différentes se partagent un territoire à un même moment en y vivant des temps différents. Et ça, le fait que des gens vivent des temporalités très différentes au sein d'un même espace, c'est un phénomène extrêmement complexe et qui doit amener à des formes urbaines qui soient des formes urbaines revues et révisées. Alors je vais vous montrer de façon subliminale, alors je ne sais pas si c'est lisible, il faut peut-être simplement éteindre la lumière du plafonnier, bon, peut-être simplement éteindre le plafonnier en laissant quand même le jour derrière. Je vous montre quelques éléments de forme, après je vous montrerai quelques projets. Tout commence par les lois de l'arpentage. C'est assez simple. Je veux dire que le jour où les arpenteurs grecs d'abord et les grammatici romains ensuite ont réussi à tracer une croix, à tracer un cercle, à diviser le sol, on a l'origine de la notion de tracé. Cette origine, elle est extrêmement pragmatique, et dans les villes cruciformes, la symbolique de la croix est venue bien après le Cardo Decumanus, si vous voulez. Donc c'est quand même aussi, dans ces éléments, il faut toujours faire le lien entre des techniques et la façon de les utiliser. Cette image est une image pour moi extrêmement frappante, c'est la Land Ordinance de Jefferson. C'est-à-dire que Jefferson, en 1785, c'est-à-dire 4 ans avant la Révolution française, a imposé une division
systématique et totale du territoire américain. Cette division, elle est basée sur un carré d'1 mile qui ensuite se redivise. Et vous avez, je m'excuse, je ne sais pas si c'est supportable, mais bon, enfin, le noir n'est pas plus supportable, mais disons que c'est un peu l'un ou l'autre. Donc vous connaissez tous cette division des États-Unis modernes, qui est un travail titanesque, c'est-à-dire que diviser un territoire en carré d'1 mile, c'est vraiment un ouvrage invraisemblable. Je ne sais pas si on saurait réinventer une idée pareille. C'est une société égalitaire, et dans les commentaires de la loi d'ordonnance, il y a écrit une chose toute simple. Tout Américain est un fermier qui dispose d'une terre suffisante pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est simple, c'est sobre, et ça donne ce territoire incroyable que vous pouvez voir à perte de vue, simplement perturbé par la géographie. Quand on arrive à l'échelle de la ville, on s'aperçoit alors que le système égalitaire prend une autre forme. Ça, c'est le plan de New York, évidemment, le plan de 1811. À l'époque, les commissaires avaient fait un plan absolu. Il y avait juste un grand rectangle libre qui n'était pas un parc, qui était destiné à entraîner les troupes. C'était simplement le territoire militaire. Et puis la trame était absolue. Et quand les commissaires, quand les premiers habitants de New York ont vu le plan, ils ont dit OK, on accepte la trame absolue, mais soyez gentils, vous nous laissez nos maisons. Alors, ils ont redessiné le plan et ils ont introduit cette serpentine qui croise la trame de New York, qui s'appelle Broadway. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans cette logique de tracé un élément impératif et un élément perturbateur. Et ensuite, en 1870, c'est-à-dire au moment où Haussmann créait le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, eh bien Olmsted a réalisé Central Park. On a mis les militaires plus loin. Et on a décidé de créer un parc. Dans les attendus de ce plan, il y a écrit une chose très simple, c'est que les rues sont faites pour circuler. Il n'y aura pas de place, la vie sociale se passera dans les maisons. C'est-à-dire que c'est un mode de société qui est peut-être la vraie révolution d'ailleurs à l'époque. Et donc, ce n'est pas une révolution symbolique, c'est une révolution physique, c'est un mode de vie. Mais simplement, on s'aperçoit qu'ensuite, la ville, par congestion, se construit. On voit Manhattan qui commence à pousser. Et on voit maintenant, à New York, la création de multiples places à l'intérieur des îlots. C'est-à-dire que le besoin de sociabilité s'est reconstruit à partir d'une société de pionniers qui avait d'autres objectifs. Et je crois que c'est un élément pour moi assez important. Alors, cette forme du damier reste une forme universelle. Je vous montre pour mémoire cette ville de Masdar en plein désert, cette espèce d'aventure d'Abu Dhabi qui réinvente une ville de pionniers au travers d'une logique écologique. Et puis je vous montre l'autre versant du tracé au travers de la représentation de la ville de Florence. Alors vous voyez à gauche une image dans laquelle vous avez le Cardo Decumanus historique. Ce n'est pas très lisible, mais ce qui reste en noir, ce sont les parties qui existent encore actuellement. Et ce qui se superpose à cette trame sous forme de palimpseste, c'est la partie religieuse, c'est-à-dire le tracé religieux. Quand vous regardez à droite la même ville dans la représentation de Ptolémée, il ne reste que les monuments, les enceintes et la géographie. C'est-à-dire que le tracé lui-même a disparu, il est mentalement, enfin physiquement il existe, mentalement il n'existe plus. Et c'est un versant assez intéressant vers une autre forme de tracé qui est évidemment les tracés de la ville idéale de la Renaissance. Alors,
C'est subliminal, mais je vous montre ces images parce que ce sont des images qui, à des époques, ont été des images extrêmement fortes dans l'imaginaire de l'urbanisme. À gauche, la dernière grande utopie, pour moi, le constructivisme russe. C'est un mouvement invraisemblable, un mouvement extrêmement intéressant qui a donné de très beaux projets, de très belles architectures. Et puis à droite, ce que je considère comme un peu ma référence actuelle, c'est-à-dire ce tableau de Juan Gris qui cherche un équilibre dans le puzzle, dans le collage, dans la superposition. J'aime bien l'idée que le journal s'appelle l'intransigeance, c'est-à-dire que on est dans un rapport à l'espace qui est un rapport complètement différent. Et puis cette dernière image qui résume un peu tout, vous voyez ces tissus Kuba du XVIIIe siècle, ces tissus africains. Pour moi, il raconte la ville et il raconte son évolution, c'est-à-dire la trame, la maille, la couture, toutes les métaphores textiles sur lesquelles on avait vécu pendant 5 siècles et qui viennent d'exploser complètement, les infrastructures, la route rouge en bas, si vous la voyez un peu, et puis l'éclatement de cette cité, sa dispersion, et je dirais un mouvement qu'on n'a peut-être pas vu venir parce qu'on est resté en France sur l'idée des Trente Glorieuses, sur l'idée de la surplanification de l'après-guerre. Et on a très peu théorisé les 30 peu glorieuses, celles qui ont suivi, qui sont celles de l'étalement urbain. Alors, je vais vous montrer maintenant quelques éléments appliqués à des projets. Un travail que nous faisons sur Montpellier depuis 10 ans, et quand nous avons lancé le schéma de cohérence territoriale, nous l'avons lancé sur un thème qui s'appelait l'inversion du regard. C'est-à-dire que tout d'un coup, au lieu de regarder la ville à partir de son centre comme un élément d'extension sans fin, on a repris l'idée de se mettre dans la campagne, de se mettre en dehors et de regarder la ville à partir du vide et de fabriquer un système de relations qui tout d'un coup ne soit plus le système centralisé. Alors juste quand même quelques chiffres, peut-être quand même, vous arrivez à lire, je ne suis pas sûr, mais c'est peut-être un peu délicat. Bon, oui, peut-être c'est un petit peu mieux. Alors quelques chiffres. En 1960, voilà ce qu'était la ville. Donc vous voyez les villages languedociens dans l'agglomération, vous voyez la ville-centre, vous voyez les étangs. La densité est de 145 habitants à l'hectare, c'est-à-dire que c'est une société constituée aussi bien rurale que urbaine qui est installée dans ce territoire. 20 ans après, voilà la tâche urbanisée. La densité est descendue à 70 habitants à l'hectare. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a perdu le lien physique par le village et par la ville au profit d'un étalement urbain et on a divisé par 2 le nombre d'habitants à l'hectare. En 2000, voilà la tâche et on est passé de 145 habitants à l'hectare à 40 habitants à l'hectare. Ça veut dire qu'en 40 ans, la ville a complètement explosé, si je peux dire, explosé par rapport à ses limites, explosé par rapport à la surconsommation du territoire agricole, hein, et aussi explosé par rapport au lien social, c'est-à-dire qu'à un moment, vous avez quelque chose qui s'est détruit. En reprenant cette idée au travers de l'intercommunalité, on a pris la notion de pièce urbaine. Il y avait le projet d'Antigone qui était déjà créé, qui est une pièce construite, dense. On a pris le modèle du village, voilà un très beau village, qui s'appelle Saint-Drézery, avec un très bon vin par ailleurs. Et en regardant ce qui s'y passait, on s'est aperçu qu'on a un village avec une densité de 1, c'est-à-dire que les surfaces construites sont les mêmes que les surfaces au sol. Et on a une extension du village avec une densité de 0,1,
qui s'appelle un lotissement. Ce lotissement, il y a pas, on peut voir comment il se construit. Il y a une conjonction entre Castorama et le temps libre, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une société, une économie résidentielle qui fait qu'on a fabriqué une économie parallèle au travers de l'économie résidentielle dont on ne parlait pas il y a 20 ans et qui est maintenant un élément essentiel dans le développement des villes. Et donc on a fabriqué cette histoire et on a donc proposé, nous, l'histoire inverse. Et 7 ans après, ça fonctionne. C'est de dire, on va construire toute cette campagne sur le modèle du MAS. Et dans un MAS d'1 hectare, on met l'équivalent des surfaces de 10 hectares. C'est-à-dire qu'on a créé un modèle, et ce modèle, on a essayé de l'appliquer, c'était une des premières notions. Ensuite, je voulais vous montrer comment évolue un territoire. Voilà un morceau de Montpellier vu d'avion. Donc vous voyez apparaître les grandes coupures des infrastructures, c'est-à-dire les grandes autoroutes, les voies routières, les chemins de fer. Vous voyez apparaître un lotissement qui est enclavé sans lien avec quoi que ce soit d'autre. Vous voyez apparaître de l'activité qui se développe en tapis, sans aucune logique urbaine. Le centre commercial, évidemment, le centre périphérique, sans lien avec l'urbanité. Une trame verte oubliée. Elle n'est pas aussi oubliée que ça, parce qu'elle génère des inondations terribles. C'est-à-dire que, j'allais dire qu'on a été sauvé par l'inondabilité de ces sites, actuellement, parce que les plans de protection contre l'eau sont un outil d'urbanisation. Vous voyez des mâts historiques un peu méprisés, un peu oubliés, et une agriculture conçue comme valeur d'ajustement de la ville. Quand on a bâti ce SCOT avec les élus, on a fait voter trois slogans. Et ces 3 slogans sont devenus les bouées auxquelles on s'accrochait quand les conditions de négociation politique n'étaient pas évidentes. Une ville nature, c'est-à-dire considérer l'espace naturel comme partenaire du développement urbain. Une ville partagée, c'est la réinvention de la proximité. Je vous parlerai après de la proximité élargie. Une ville économe, c'est-à-dire intensifier le développement économique, économiser l'espace. Et donc, on a mis en place un plan. Par exemple, je vous montre juste l'image sur le concept hydraulique. Mais je vous montre cette recherche faite par l'INRA à Montpellier, qui est un plan d'agrophysionomie. Et il y a quelque chose qui m'étonne toujours, c'est qu'on sait parler de figures industrielles, on sait parler de figures urbaines, on ne parle jamais de figures agricoles. C'est-à-dire qu'on considère la nature comme un espace neutre, sans jamais savoir ni ce qui s'y passe, comment elle évolue, comment elle fonctionne. Qu'est-ce que c'est qu'un agriculteur aujourd'hui? Comment fonctionne cette population urbaine qui se consacre à l'agriculture? Et donc ça, c'était un élément primordial de composition du projet. Ensuite, on a bâti une logique d'endiguement, c'est-à-dire une logique de construction de limites. On a fabriqué une logique de parcours de ces espaces naturels, ce qu'on appelle les Radweg en Allemagne, c'est des autoroutes à vélo, si je peux dire. On a travaillé sur les logiques d'agri-parc, sur les logiques d'agriculture conventionnée dans les zones inondables, sur évidemment la recomposition urbaine dans l'aire des tramways, je vais y venir à propos d'un autre projet, et sur des thématiques d'intensité urbaine qui sont mises en relation avec ce territoire. Ce projet a été décliné ensuite en projet emblématique, en zone d'intervention stratégique. Ce n'était pas un règlement à l'époque, maintenant c'est devenu une des principales recommandations du ministère. Et donc maintenant on conduit le thème de l'écocité sur ce qui s'appelle la route de la mer, avec d'autres problématiques, dont l'éradication du commerce d'entrée de ville.
Il y a 900 projets de ce type que l'on pourrait faire en France. On espère faire le premier. Mais vous voyez comment... Voilà par exemple le plateau de Bellevue, très beau plateau viticole. Vous avancez de 200 mètres, voilà ce que vous voyez. C'est-à-dire que le phénomène de mise en friche, le phénomène de colonisation par un commerce indigne, est un mouvement qui est pour nous l'enjeu majeur des décennies qui sont devant nous. Alors, je passe sur l'idée d'intensité, sur les boucles d'écocité, les logiques d'attracteurs urbains. Je vais revenir à propos d'autres projets. Je veux dire que c'est une aventure de 10 ans et c'est une aventure qui passe par de multiples logiques, de multiples idées, emboîtées les unes dans les autres. Par rapport à la ligne 3 de ce tramway, vous voyez ce petit bâtiment rose, conçu un peu comme une tente de bédouin. Ben, c'est une station-service. Mais simplement, ce n'est pas une station-service où on vend de l'essence, c'est un service à la station associé au tramway. C'est-à-dire qu'on est en train d'inventer un réseau d'aide à la personne associé à la fréquentation de ce tramway. Donc ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a actuellement, dans la relation entre l'urbanisme des tracés et des modes de vie, de nombreuses inventions qui sont en train de se mettre en œuvre. Un autre projet que nous réalisons, c'est le projet transfrontalier entre Kehl et Strasbourg. Vous imaginez la symbolique d'un projet international reliant la France et l'Allemagne au travers du port de Strasbourg. Il y a au début de son mandat, le maire de Strasbourg avait une idée assez simple, c'est qu'il allait créer un eurodistrict efficace et puissant, et qu'avec cet eurodistrict, on allait se mettre d'accord et qu'on allait faire des projets. Comment réaliser ce genre de choses avec des mandats à l'intérieur d'un mandat d'élus? Et dans une discussion, on a dit, bon, alors il faut peut-être revenir à des choses plus simples. Dans les périodes comme celle que nous traversons, c'est le projet qui fait la politique, c'est pas la politique qui fait le projet. Alors, ça lui a chatouillé un peu la tête et on a lancé ce projet autour du tramway avec l'idée de construire un ensemble de bulles qui sont enclavées au travers des bassins et des rails du port de Strasbourg et de construire un espace-temps de 8 minutes 10, c'est très précis, de la gare de Kehl à l'Étoile à Strasbourg. On a 8 minutes 10. Qu'est-ce qu'on va faire en 8 minutes 10? Ça a été ça le thème du projet. Et le paradoxe de cette histoire, c'est que on a supprimé évidemment la voiture. Enfin, elle arrive dans des parkings avec des conciergeries de quartier. Elle ne peut pas circuler de toute façon. Elle est complètement enclavée, donc on peut l'abandonner sans problème. On a relié tout ce système de Radweg avec les systèmes allemands. Je vous montre le réseau de 200 km d'autoroute à vélo de la Ruhr. Et on a fabriqué un plan de ville recomposée qui commence à ressembler à une famille recomposée. C'est-à-dire que vous voyez ces taches jaunes, ce sont des lieux urbains très différents les uns des autres, reliés par un cordon ombilical, par un lien. C'est des liens et des lieux. Je crois que de plus en plus, on vivra dans ce phénomène des liens et des lieux. Et donc, chacune des étapes des stations de tramway, autour de 8 minutes 10 et d'un quart d'heure à vélo, on a une ville et on a une offre urbaine. Et donc, les Français comme les Allemands sont entrés dans cette problématique. C'est comme si on avait oublié la politique, d'ailleurs. C'est assez étonnant parce que les gens se consacrent au projet, à son économie, à son lien. Le projet lui-même, ça sera forcément un bon projet, c'est nous qui le faisons, mais disons qu'il est quand même, c'est un projet urbain, quoi. C'est-à-dire qu'il
une maison reste une maison, un immeuble reste un immeuble. Il y a une qualité de l'architecture, une qualité des espaces. Mais le problème n'est pas là. Le problème est dans la symbolique de dépasser la limite du Rhin et de fabriquer un- un- un mode de vie qui soit représentatif de cette idée de la recomposition. Là, c'est une recomposition multiple, elle est franco-allemande, elle est familiale, elle est générationnelle. Ce que je veux dire, c'est que moi, je ne sais pas préjuger de la façon dont les gens vont utiliser cet espace. Je peux simplement dire que ce sera un espace qui peut être beau et confortable et que, en conséquence, ces 8 minutes 10 vont devenir une pratique normale et quotidienne. Alors, par rapport à l'idée de la famille recomposée ou de la ville recomposée, je crois qu'il y a une idée centrale qui est la proximité élargie, c'est qu'il y a un siècle, on faisait 3 kilomètres par jour, on en fait 30 maintenant, mais par contre on consacre le même temps, on consacre toujours 1 heure au déplacement. Simplement, les gens, au lieu de faire des déplacements pendulaires, comme on faisait à l'époque, un rapport habitat-travail, on fait maintenant des boucles de mobilité. Et on s'aperçoit que le succès des tramways est essentiellement lié à des pratiques dont on ignore tout en réalité. Les gens ne partent pas d'un endroit pour aller à un autre. Ils ont dans une journée et en maîtrisant le temps un certain nombre d'actes à produire et que ces actes, ils les produisent dans une logique que j'appelle moi la ville à la carte. C'est-à-dire que chacun, chaque jour, construit sa ville par ses besoins, par ses déplacements et par son imaginaire. Si vous associez cette ville à, si je peux dire, à une autre idée qu'est le monde virtuel, qui est l'idée numérique, parce que vous consacrez 1 heure par jour au déplacement, mais vous en consacrez 2 à 3 à la télé ou à l'ordinateur. Donc, je veux dire, vous avez quand même dans la construction de l'imaginaire quelque chose qui se passe qui est différent. Il y a encore un autre degré. Alors, ce degré, on va essayer de l'appliquer sur la gare de Bordeaux. Alors, ce projet Saint-Jean-Belsier, ce projet de la future gare, il est dans un territoire qui est le territoire du marché d'intérêt national, des abattoirs. Enfin, vous imaginez ce type de territoire. J'ai appelé ça l'esprit des domaines, parce que chacun vit avec son mental, sa logique, sa façon de faire, ses objectifs. Tous ces gens sont de très bonne volonté, simplement ils sont faits pour ne pas se comprendre. Donc je crois qu'il faut admettre que dans les familles comme dans la ville, le principe c'est plutôt l'incommunication. C'est-à-dire que, alors, on essaie de pratiquer, nous, l'incommunication bienveillante. On leur dit, bon, on ne se comprend pas, c'est pas grave, mais essayons au moins de ne pas se nuire ou essayons au moins de créer les conditions d'une sociabilité. Alors, avec tous ces tenants des différents domaines, on a créé les conditions pour que chaque domaine se modernise pour lui-même. C'est un peu une des marques de l'époque. C'est aussi les marques des nouvelles réglementations multiples que l'on a à appliquer dans des projets de ce genre. Chaque domaine devra apporter un élément de sociabilité, une façade, même s'il est fermé sur lui-même. Alors, par exemple, le domaine du marché d'intérêt national, qui est une enclave au milieu de ce système, on leur a pris un morceau de terrain pour faire les accès-gares. Et sur ce terrain, on va coproduire avec eux un élément qu'on a appelé le biomine, c'est-à-dire de faire un grand marché de produits frais bio, qui sera la vitrine du marché d'intérêt national. Alors, c'est assez curieux, c'est que les gens de ce quartier, la seule chose qu'ils voient, c'est des gros camions qui arrivent à 4 heures du matin et des petits camions qui repartent jusqu'à 10 heures. Et c'est vraiment le genre d'espace autarcique qui n'a jamais pensé à construire sa propre vitrine et son propre marché. Et donc, avec tous ces équipements, on va construire cette logique de domaine. Ensuite, on a une autre idée, c'est que l'espace public est un domaine autonome.
dans tous les tracés du mouvement moderne, dans toutes les logiques de rue et de place, on s'est habitué à l'idée que l'espace public, c'est la résultante du bâti. Dès qu'on est dans des territoires périurbains, dès qu'on est dans des villes non constituées, c'est-à-dire où la rue et la place n'est pas la forme urbaine dominante, on pense qu'il faut arriver à construire l'espace public comme un lieu autonome. Et dans cet espace public, on va associer nature, patrimoine et sociabilité. Alors, le patrimoine, ça va être ici les abattoirs, le patrimoine ferroviaire, etc. Et ensuite, on va réunir ces espaces sur un parcours. On avait appelé ça au moment du concours le VIP, l'espace VIP. Les gens me demandaient qu'est-ce que ça veut dire. Bon, je leur dis non, c'est pas grand-chose, c'est juste qu'il y aura des vélos, il y aura de l'intermodalité, il y aura des piétons. Alors, une fois passé ce jeu de mots stupide, mais qui était un peu un contre-pied à la grande vitesse, je m'aperçois que le mot est resté dans les esprits et que maintenant, tout le travail avec les associations, avec tous les groupes qui composent ce territoire, se font autour de la coproduction de l'espace. Et donc, cet espace, il a un nom, tout le monde a retenu le nom et l'utilise, y compris le maire de Bordeaux. Il se divise en séquences, le balcon de la création, le pôle nautique, le parc des berges, le jardin de l'Ars, etc. Il sera parcouru par des engins adaptés à cet espace de 3 km, une sorte de pouce-pouce moderne. Philippe Starck a dessiné un vélo, on va dessiner un pouce-pouce. Bon, je veux dire, c'est quelque chose qui va être un peu une attraction. Et surtout, on va réellement coproduire l'espace. C'est-à-dire qu'on a 15 lieux de coproduction dans lesquels on va introduire quelque chose qui est sacrifié dans l'urbanisme actuel, qui est la notion alternative. Alors, cette notion fonctionne parfaitement à Copenhague, fonctionne parfaitement à Londres, fonctionne parfaitement dans d'autres pays. Mais en France, on a toujours une tentation du modèle qui fait que ne pas tout dessiner tout de suite est considéré comme une faiblesse. Nous, on dit, écoutez, on ne sait pas, on se donne 5, 6, 10 ans pour construire cet espace, pour construire les bâtiments et pour construire ces pratiques. Et ces pratiques, on va les faire avec les habitants. Et je crois que l'idée de faire ensemble est absolument essentielle. Alors, une responsable d'association, à un moment, m'a dit, au travers du concept, au travers du rapport à la voiture, etc., elle m'a dit, vous nous proposez ce qu'on n'osait pas espérer. Alors, je lui ai dit, madame, je vous remercie, mais est-ce que vous avez compris que je n'ai pas besoin de votre avis, mais j'ai franchement besoin de votre aide. C'est-à-dire que ce que l'on va produire, c'est vous qui allez le produire. Les éléments de sociabilité qu'on va mettre en œuvre, c'est vous qui allez le faire. Après, on va, comme font les anglo-saxons, trouver les financements pour des petits lieux, des petits ensembles, mais on va construire quelque chose qui, à la fin, sera un attracteur urbain. Alors, je passe sur la construction de la ville. Voilà, le premier concours qui vient d'être réalisé, c'est le musée d'art contemporain, le FRAC d'Aquitaine. Il y aura sur ce territoire des tas d'objets qui vont venir se poser de façon plus ou moins aléatoire. Disons que le contrôle artistique se fera au fur et à mesure du projet. Alors cette idée des attracteurs urbains, c'est une idée très associée à l'ère numérique. Et je vais vous montrer un autre exemple encore plus récent, que l'on commence maintenant. Vous connaissez peut-être tous Sophia Antipolis. C'était la grande utopie des années 70. C'est une technopole internationale qui est royalement située, si je peux dire, au milieu d'une couronne de villages historiques. Et donc, vous voyez en rose les deux grands enjeux de ce territoire. Sophia Antipolis d'un côté, la plaine du Var à Nice de l'autre. Le plan d'aménagement tel qu'il était en 1971, avec une conception de l'époque, c'est-à-dire que c'est une conception très généreuse. C'était une vision à l'américaine entièrement dominée par l'automobile.
Et donc, on est en train de transformer ce territoire en territoire linéaire autour de nouveaux moyens de transport, autour de bus-tram, comme ils disent, enfin c'est un bus à haut niveau de service électrique. Et donc, sur des corridors d'environ 40 minutes, on a 1600 hectares à développer pour réunir cette constellation de Sophia Antipolis. Alors, il fallait créer un lieu d'image après. Et ce lieu d'image, on l'a appelé la Côte 121. C'est un lieu qui parcourt la forêt. Alors je vous passe les détails, mais c'est un lieu qui fera le lien entre plusieurs modes de transport à toutes les échelles, puisqu'on va expérimenter des modes de transport avec les gens qui font ces recherches à Sophia. Vous voyez en haut à gauche M. Lafitte, créateur de Sophia avec sa déesse avec le symbole de fin de chaussée aménagé, c'était la gloire de l'époque. Sauf que maintenant, c'est le rapport à la nature qui compte, c'est la conception au travers de cette écologie du site. Et donc on va installer cette boucle, la Côte 121, qui va devenir, pour à peu près 400 à 500 000 m² de plancher, le véritable attracteur et la véritable vitrine de Sophia, autour de l'idée des espaces démonstrateurs, c'est-à-dire que c'est un peu comme Bordeaux, mais c'est un peu différent. C'est pas un espace qui va être un espace figé, c'est un espace dans lequel on va plutôt réglementer le changement. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'urbanisme, comme dans beaucoup de phénomènes actuels, c'est qu'on est rentré dans des logiques systémiques. L'urbanisme n'est plus une science figée, c'est un système. Et on le sait dans les logiques de l'information, j'imagine qu'on le sait aussi dans la santé. Tout système, pour avoir des chances de survie, doit intégrer dans sa conception ces principes correctifs. C'est exactement le contraire de toutes les lois sur l'urbanisme actuelles qui sont basées sur des éléments figés, sur des éléments fixes, et qui considèrent toujours le changement comme une dérogation et non pas comme un élément inclus dans le système. Et donc ça, c'est un combat méthodologique qu'on est en train d'essayer de mener, et on va le mener pour fabriquer un changement d'image, un changement de mode de gestion. Voilà l'image de ce parkway de Sophia. Voilà l'une des images, alors c'est des images martyrs, hein, dans l'urbanisme. On passe son temps à montrer des choses qui ne seront pas faites sous cette forme. C'est un peu puisque les élus demandent beaucoup d'images tout de suite, tout le temps. Et ces images, on sait, nous, qu'il va falloir les faire évoluer. Par contre, sur Sophia, on s'est fixé un autre objectif. C'est une société mondialisée, il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de jeunes, et qu'on rentre dans une notion de réalité augmentée qui fait que ce type de lieu, pour exister, il doit avoir deux conditions pour moi. Il doit avoir une condition, c'est d'être coproduit, c'est-à-dire que tout ce qui se passe au sol soit vraiment... la production et l'appropriation, c'est la même chose pour un certain nombre de fonctions. Et le deuxième élément, c'est qu'il soit vu du ciel. Et je crois qu'il y a quelque chose qui se prépare, qui n'est pas anecdotique du tout. On dispose, nous, pour travailler de ce qui s'appelle des sites professionnels, c'est-à-dire des sites payants. Le nombre d'informations et la logique dont on dispose est invraisemblable. C'est-à-dire que vous pouvez parcourir un territoire sans jamais y aller, et qu'une fois que vous l'avez parcouru et que vous y allez, vous devez trouver une corrélation parfaite, ou du moins vous devez trouver un contrepoint aussi, en disant c'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Alors il y a un exemple qui est un peu l'ancêtre de ces projets qui étaient les palmiers de Dubaï. Vous vous rappelez le moment où Dubaï a inventé le tatouage planétaire, quoi. Ils ont fabriqué un ensemble de palmiers posés sur l'eau. Je ne sais pas si certains d'entre vous y sont allés, moi j'y suis allé.
Vous arrivez sur place, c'est des primes absolues, c'est-à-dire c'est des maisons sans intérêt, espace public sans intérêt, on ne voit pas l'eau, c'est bête à pleurer. Et bien, les palmiers de Dubaï ont disparu du paysage, simplement parce qu'ils ne tiennent pas leurs promesses. Par contre, à contrario, faire des projets qui s'adressent à une population mondialisée sans tenir compte de ces outils serait une faute. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas manipuler pour le moment. Je pense que nous, on est dans l'idée de créer les prototypes, on est dans l'idée de créer les prototypes avec toutes les valeurs d'ajustement possibles, contrairement aux idées sacralisantes, si je peux dire, du mouvement moderne, et que ça, c'est une vraie révolution dans les méthodes, dans les façons de faire, et dans l'introduction d'une donnée alternative. C'est-à-dire qu'on a en France un problème, c'est la modélisation. C'est qu'on a tendance, par le système étatique, à créer un modèle qui, cette fois, va être le bon modèle, alors que beaucoup d'autres pays travaillent beaucoup plus sur l'adaptabilité des systèmes, et que dans l'urbanisme, fort heureusement, tout modèle est voué à l'échec, et que entre une vision globalisée et une vision localisée, c'est toute la notion de contexte qui se réinvente. C'est le contexte dans le rapport au territoire et dans le rapport au climat et dans le rapport à une culture, et c'est le contexte dans la façon dont les habitants vont à la fois le produire et le vivre. Et je crois que ça, c'est quelque chose sur lequel on est d'une très grande modestie, mais en tout cas, tous les projets que l'on travaille, je montre que quelques projets, sont autour de ces problématiques de l'adaptabilité à une époque que l'on ne connaît pas. Merci.